Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce samedi 28 mai. Les dirigeants africains réunis à Malabo au deuxième jour du sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré au terrorisme et changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'Algérie propose d'adopter en urgence un nouveau modèle d'opération de paix plus adapté aux exigences de lutte contre le terrorisme en Afrique. Au Maroc, une marche nationale de protestation est prévue demain. Une grogne sociale sur fond d'inflation galopante et de normalisation avec l'entité sioniste. Les Palestiniens enterrent un nouveau martyr âgé d'à peine 15 ans à la veille de la marche sioniste des drapeaux incluant la mosquée d'Al-Aqsa. Les autorités d'Al-Quds occupées mettent en garde contre ces répercussions. Et puis sport football, Real Madrid-Liverpool, deux mastodontes du football européen se disputent le droit de soulever ce soir la prestigieuse coupe à l'issue d'une finale prometteuse de la Ligue des Champions à Paris. Bonsoir à tous. Les dirigeants africains se sont retrouvés à Malabo en Guinée équatoriale au deuxième jour du sommet extraordinaire de l'Union africaine, consacré cette fois-ci au terrorisme et changement anticonstitutionnel de gouvernement. Il est destiné aux questions de sécurité qui pèsent dans la stabilité du continent, l'un des tout derniers à vivre une telle intensité de terrorisme. L'Afrique est sans doute le dernier continent au monde à vivre une telle intensité le terrorisme et où existent encore des changements anticonstitutionnels. Il est incontestable que ces deux phénomènes inversent nos priorités de développement et entravent notre marche vers le progrès. Nous ne devons plus accepter cela. Il nous faut relever ces défis, ces doubles défis, par des mesures audacieuses et courageuses, tant à l'intérieur des États qu'au niveau régional et continental, afin que cessent de prospérer sur le continent ces atteintes intolérables à notre sécurité et à notre stabilité. Et l'Algérie est représentée par son chef de la diplomatie, Mtala Mamra, à ce sommet extraordinaire consacré, je vous le rappelle, au terrorisme et changement anticonstitutionnel de gouvernement. En marge de sa participation à ces travaux, Mtala Mamra a eu des interactions avec les présidents de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso et du Niger, Mohamed Bazoum. En outre, le ministre algérien des Affaires étrangères s'est entretenu avec ses homologues de l'Angola, de la Tanzanie, de la Tunisie, du Burundi et de la RASD. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris le renforcement de la coopération intra-africaine pour la prévention et l'élimination du terrorisme. Et à l'occasion de ce rendez-vous continental dans la capitale équato-guinéenne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a soumis un rapport exhaustif proposant de nouvelles pistes d'action en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Amin Touta. Un rendez-vous continental particulier en Guinée équatoriale est l'occasion pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune de revenir sur l'évolution de la menace terroriste sur le continent africain. Le président algérien a soumis un rapport dans lequel il aborde les perspectives de renforcement des réponses au niveau régional et international. Ce document représente une référence claire pour les participants au sommet. L'analyse du président met le point sur l'importance de considérer la problématique du terrorisme au sommet des priorités continentales en matière de paix et de sécurité. Le document suggère dans ce registre une série de mesures susceptibles de renforcer les capacités individuelles et collectives des pays africains.
tout en soulignant la responsabilité de la communauté internationale amenée à appuyer davantage des pays africains. Le président Abdelmadjid Tebboune a mis en exergue l'importance pour les partenaires étrangers de répondre à leurs obligations conformément aux résolutions du Conseil de sécurité en accentuant l'assistance aux pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Dans le cadre de la coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le président algérien a souligné l'urgente nécessité de procéder aux transformations nécessaires afin de permettre la transition vers un nouveau modèle d'opération de paix qui soit plus adapté aux exigences de la lutte contre ce fléau en Afrique. Sur le plan continental, le président Tebboune revient dans son rapport sur la nécessité de mettre en place dans les plus brefs délais une liste africaine des individus et entités terroristes, un mandat d'arrêt africain ainsi qu'un fonds spécial de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme. L'expérience algérienne dans la lutte et la prévention contre le phénomène du terrorisme ne peut être qu'une valeur ajoutée à l'Union africaine et à un continent amené à faire face à plusieurs défis sécuritaires. Les conflits en Afrique ont engendré des exodes massifs de population lors de la journée dédiée aux crises humanitaires qui s'est achevée hier soir à Malabo. 140 millions de dollars sur un besoin de 14 milliards de dollars ont été mobilisés pour prendre soin des déplacés et réfugiés. Et les menaces terroristes en Afrique prennent différentes formes. Au Tchad, la capitale a été placée sous haute surveillance. Le gouvernement a annulé plusieurs manifestations prévues ce week-end en raison des risques sécuritaires liés aux soupçons d'infiltration des terroristes à N'Djamena. Dans l'actualité également, le Rwanda a accusé de soutien aux rebelles congolais. Les autorités congolaises ont décidé ce samedi de suspendre les vols de la compagnie Rwandair pour protester contre le soutien que Kigali apporte, selon elle, à la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Des mesures conservatoires ont été annoncées à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense présidée par le président Félix Tshisekedi. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation Rwandair à destination de la République démocratique du Congo. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Le Conseil supérieur de la défense dénonce fermement une campagne de manipulation ourdie par le Rwanda, accusant notre armée de collaborer avec de forces négatives pour justifier son soutien au groupe terroriste du M23. Et le changement climatique, autre menace qui pèse sur l'Afrique. La Banque africaine de développement tient son assemblée annuelle à Accra, au Ghana, pour justement examiner les moyens d'assurer la résilience climatique et la transition énergétique sur le continent. Nous ne sommes pas à l'origine du changement climatique. L'Afrique ne contribue pas à plus de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais nous en souffrons énormément. Chaque jour, nous sommes frappés par des sécheresses, des inondations à faible coût qui détruisent les infrastructures, qui détruisent des vies, qui font reculer notre économie, alors même que nous essayons de la faire progresser. La Banque africaine de développement a analysé les besoins de l'Afrique en matière d'adaptation au changement climatique, mais surtout en matière de transition énergétique. Si l'on considère les besoins réels de l'Afrique en matière de changement climatique, il s'agit de compenser la croissance qu'elle a perdue parce que d'autres polluaient. La Libye, toujours dans une spirale interminable. Le Premier ministre Fathi Bashara, désigné par le Parlement de Tobrouk, s'apprête à déplacer son gouvernement vers la ville de Sirte. Abdelhamid Dbeiba, de son côté, annonce des élections pour juin prochain. Et des experts onusiens, quant à eux, affirment que l'embargo sur les armes est inefficace en raison de leur large circulation. Tinhinan Makassi. Le bras de fer entre les deux premiers ministres rivaux se poursuit en Libye.
Fethi Bachara, désigné par le Parlement de Tobruk, s'apprête au transfert de son gouvernement à Sirte, une ville à mi-chemin entre l'Est et l'Ouest du pays. Alors que le Parlement, conduit par Aguila Saleh, s'apprête à voter mardi prochain le budget alloué au gouvernement Bachara pour la gestion des affaires courantes du pays. De son côté, Abdelhamid Dbeibah, nommé Premier ministre sous le parrainage de l'ONU, a annoncé la tenue des élections avant la fin de l'année en cours, affirmant que le processus électoral sera relancé dès le mois de juin. Une proposition fortement soutenue par le président des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a rappelé à la reprise du processus électoral en Libye. Cela dit, les experts onusiens chargés du contrôle de l'embargo sur les armes en Libye ont publié leur rapport, affirmant que cet embargo mis en place en 2011 n'est nullement suffisant. Comme si la bicéphalie au pouvoir et les rivalités entre les institutions de l'Est et de l'Ouest du pays n'étaient pas suffisantes, c'est au tour du faisant de remettre de l'huile sur le feu et d'envisager le pire des scénarios. Selon des sources médiatiques, une délégation composée de 11 personnes représentant le faisant s'est rendue en France pour animer une conférence dont le thème principal est la proposition d'une fédération à trois, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le faisant. Pour le moment, aucune réaction n'y a signalé suite à cette proposition, ni les Libyens eux-mêmes ou encore la communauté internationale. Et grogne sociale au Maroc, plusieurs organisations et partis politiques ont lancé un appel à manifester demain, une marche nationale de protestation sur fond d'inflation galopante et de normalisation avec l'entité sioniste. Khaled Batache. Qui sème le vent récolte la tempête. Le peuple marocain semble vouloir se dresser comme un seul homme face aux dérives réitérées de son régime, atteint de cécité politique. Un front social déchaîné revanchard veut en effet investir la rue, en guise d'énième protestation contre la vie chère, la répression et la normalisation avec l'entité sioniste. Ce dimanche, le Front social marocain appelle à une manifestation centrale à Casablanca contre la hausse des prix, la répression et la normalisation des relations avec Israël. Le Front social marocain est un front de diverses forces syndicales, politiques, associatives, qui a été, dont l'érection a été motivée par le ras-le-bol généralisé contre les attaques systématiques contre les droits des citoyens sociaux d'abord, mais aussi politiques. Une participation massive est attendue lors de cette marche, à laquelle plusieurs organisations et partis d'opposition ont appelé. Au soubresaut politique du Merzen viennent donc s'ajouter les multiples problèmes économiques que l'action du gouvernement libéral de Aziz Akhnouch a amplifié. Crise énergétique, inflation, hausse des prix des produits de base, sécheresse, un tableau noir et une année 2022 sous le signe de l'austérité. La marche populaire vise en outre à exiger la baisse des prix du carburant et la nationalisation de la raffinerie La Samir pour contribuer à la sécurité énergétique du royaume, ainsi que la restitution des fonds pillés, dont les 1,6 milliard d'euros qui ont été engloutis par le lobby du carburant. La normalisation considérée comme véritable trahison pour la cause palestinienne. D'ailleurs, justement, le ministre palestinien des Affaires de la ville d'Al-Quds occupée, Fadi Al-Hadmi, a mis en garde contre les répercussions de la manifestation sioniste appelée Marche des drapeaux prévue demain dans la ville sainte. Le ministre palestinien a notamment indiqué que la force occupante autorisait les colons à mener cette marche de provocation malgré les avertissements palestiniens et l'inquiétude internationale, et ce dans l'intention d'aggraver les tensions dans la région. Et pendant ce temps, l'escalade sioniste en Palestine se poursuit, faisant toujours plus de victimes. D'ailleurs, un jeune Palestinien de 15 ans a succombé à ses blessures hier à Beit Lahm après avoir été grièvement blessé au cou et au dos par les balles assassines de l'occupant sioniste. Souhila Akilal. Un dernier regard, une dernière prière, un dernier adieu.
C'est le cœur lourd et meurtri que les proches, amis et voisins de Zaïd Mohamed Rounaïm accompagnent la dépouille du jeune martyr. Âgé de 15 ans, Zaïd a été grièvement blessé par balle au dos et au cou vendredi par l'armée sioniste près de Beit Lahm, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Évacué dans un état critique, il succombe à ses blessures à l'hôpital, selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé. L'armée sioniste reconnaît qu'une patrouille militaire avait tiré à balles réelles sur des Palestiniens dans la localité d'Al-Khadir, au sud de Beit Lahm. Depuis le début de l'offensive sioniste sur Al-Aqsa et Jenin, c'est-à-dire depuis le mois du Ramadan, l'armée de l'occupation sioniste aurait tué plus d'une trentaine de Palestiniens, pour la plupart des jeunes adolescents, et procédé à l'arrestation abusive et arbitraire de centaines d'autres Palestiniens, parmi lesquels se trouvent des enfants. La barbarie sioniste, toujours fidèle à elle-même, sans limite et sans distinction. Atteste de cela le lâche assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh devant les caméras du Monde et en toute impunité, sans que cela ne les empêche de poursuivre leur massacre contre le peuple palestinien désarmé et sans défense. Les Palestiniens défendus partout dans le monde. Fusaku Shigenobu, la fondatrice de l'armée rouge japonaise, un mouvement qui a défendu dans les années 70-80 la cause palestinienne, a été libérée ce samedi après avoir purgé une peine de 20 ans de prison au Japon. Âgée aujourd'hui de 76 ans, elle a été arrêtée en 2000 dans son pays natal où elle était rentrée clandestinement après avoir vécu 30 ans au Proche-Orient. Dans l'actualité également, la chef des droits de l'homme de l'ONU a affirmé ce samedi que sa visite en Chine, accusée de réprimer la minorité musulmane des Ouïghours, n'était pas une enquête. Michelle Bachelet a assuré lors d'une conférence de presse en ligne avoir entendu ceux qui lui reprochaient son manque de critique envers le gouvernement chinois. Je dois préciser d'emblée ce qu'était cette visite et ce qu'elle n'était pas. Cette visite n'était pas une enquête. Les visites officielles des hauts commissaires sont par nature très médiatisées et ne se prêtent tout simplement pas à un type de travail détaillé, méthodique et discret que constitue une enquête. La visite a été l'occasion de discuter directement des droits de l'homme avec les plus hauts dirigeants chinois. Nous avons pu nous écouter mutuellement, soulever des préoccupations, explorer et ouvrir la voie à des interactions plus régulières et plus significatives à l'avenir. Et la pression s'accentue sur le pays du cèdre. Le FMI se dit disposé à aider le Liban au préalable d'engager des réformes rapides. Le pays se trouve otage d'une situation économique des plus graves entre dévaluation de la livre et difficulté à remettre l'économie sur rail. Léla Guertal. Devant la difficulté économique dans laquelle se débat le Liban, le pays n'est plus en mesure de discuter les conditions et préalables du Fonds monétaire international. Celui-ci exige des réformes avant de débloquer son aide, des préalables que le Liban ne peut se permettre de refuser s'il veut sortir son système économique et financier de la morosité, voire même de l'agonie économique et politique. Pas plus tard que 2 jours, des centaines de Libanais se sont rassemblés devant la Banque centrale libanaise pour protester contre l'inflation, la hausse des prix et la détérioration de la valeur de la livre libanaise face au dollar. Le Liban a du mal à se remettre sur ses pieds et la Banque centrale libanaise a du mal à trouver l'équilibre entre freiner la dégringolade de la livre libanaise face au dollar et payer les Libanais en dollars, au risque de faire flamber le marché noir ou le marché parallèle. Le Fonds monétaire international qui offre son aide n'y va pas non plus de main morte. Les Libanais, en dépit de la lueur d'espoir que les dernières élections ont laissé paraître, sont conscients aujourd'hui plus que jamais que le FMI est loin d'être une association caritative. Dans le conflit en Ukraine, à présent, l'armée russe a confirmé avoir libéré la localité stratégique de Liman, dans l'est de l'Ukraine, un carrefour qui ouvre la route vers les grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk.
À l'issue des actions communes des unités de la milice de la République populaire de Donetsk et des forces armées russes, la ville de Liman a été entièrement libérée des nationalistes ukrainiens. Par ailleurs, l'armée russe a annoncé avoir effectué avec succès un nouveau tir d'essai du missile de croisière hypersonique Zikron, un lancement effectué depuis la frégate amiral Korchkov en mer de Barents vers une cible dans les eaux de la mer Blanche dans l'Arctique. En économie, parlant de la 26e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg dans son format Russie-Afrique. L'Algérie sera présente à cette manifestation économique prévue du 15 au 18 juin prochain, selon le fonds Roscongress. L'Algérie et la Russie envisagent de renforcer une coopération stratégique diversifiée. Coopération algéro-chinoise à présent, la compagnie algérienne des hydrocarbures Sonatrach et son partenaire chinois Sinopec ont procédé ce matin à la signature d'un important contrat de développement et d'exploitation des activités des hydrocarbures. Le montant d'investissement global prévu pour la mise en œuvre de ce plan de développement est estimé à 490 millions de dollars. Mohamed Wali Ben Chaban. Conformément à la nouvelle loi 1913 régissant les activités des hydrocarbures en Algérie, un important contrat de partage de production pétrolière a été signé ce matin à Alger entre le groupe pétrolier algérien Sonatrach et la société chinoise Sinopec pour une durée de 25 ans. Le contrat que nous signerons aujourd'hui est un contrat de type partage de production sur le périmètre contractuel de Zarzaitin dans le bassin d'Ilizi. Et sera le second conclu sous l'égide de la loi 1913, régissant les activités hydrocarbures en Algérie. Le montant de l'investissement global prévu dans le plan de développement de ce contrat est estimé à 490 millions de dollars et qui permettrait une récupération de près de 95 millions de barils de l'huile. Un jalon supplémentaire dans le renforcement de partenariats qui lie les deux compagnies pétrolières. À travers la multiplication de leurs projets de partenariat, Sonatrach et Sinopec confortent leurs relations contractuelles et ceci présage d'un avenir encore plus fructueux dans les relations entre les deux compagnies. Ce pacte est également un engagement des autorités algériennes pour assurer la sécurité énergétique du pays. Cet accord pour la réalisation d'un important projet entre Sonatrach et Sinopec entre dans le programme d'investissement de Sonatrach. Il vise à développer l'activité des hydrocarbures. Cet accord aura également pour but d'élargir la base des réserves du pays en hydrocarbures et d'augmenter la production pétrolière et gazière à travers l'investissement international pour garantir la sécurité énergétique du pays à moyen et long terme. Ce projet comprend notamment le revamping de l'unité gaz lift, le forage de 12 nouveaux puits de développement, des travaux de workover pour l'achèvement de 6 puits existants, le raccordement des nouveaux puits de développement et la maintenance des installations de la surface existante et la récupération des gaz torchés et la réduction des émissions de carbone. Place au sport, à présent football, plus qu'une demi-heure avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Une finale planétaire, les équipes s'affronteront pour la 3e fois en finale après 1981 et 2018, ce qui en fait la finale la plus rééditée de l'histoire de cette compétition. Le Real reste invaincu après les 5 dernières confrontations contre les Reds. Les Meringues n'ont perdu aucune finale depuis celle de 81 face à Liverpool à Paris. Je vous propose d'écouter aux entraîneurs du Real Madrid et de Liverpool. Qui est le favori? Je n'ai pas de réponse facile. Vous avez vu les comebacks du Real, une équipe qui ne perd jamais en finale. Alors je dirais le Real, pour l'expérience. Mais je veux que nous soyons au même niveau, que nous soyons nous-mêmes. L'envie de revanche de Mohamed Salah après la finale perdue de 2018, il n'y a pas à s'inquiéter pour moi. Et puis, nous avons tous perdu ce jour-là.
Il s'était blessé tôt dans le match, alors c'est un peu différent pour lui. Je garde un bon souvenir de toutes ces finales. Et puis celle où je pense que mon équipe a le mieux joué, c'est celle de 2005 et je l'ai perdue contre Liverpool. Je ne veux pas dire aux joueurs de mal jouer. On a plus de chances de gagner en jouant notre meilleur football. Mais en finale, tout peut arriver. Il faut être prêt à tout. On a eu du temps pour la préparer. Je pense que nous sommes prêts. Je ne suis pas convaincu que ce soit suffisant pour être sûr de gagner. Dans le football, il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais gagner, ça viendra de nous. Et contacté par Salah Faisal, le journaliste commentateur chez RMC Sport, Timothy Maïmoun nous décrit l'ambiance de la finale de la Ligue des Champions dans les rues de Paris, et ce à une demi-heure à peine du début de cette finale. Là aujourd'hui l'ambiance est plutôt bonne enfant, ça se passe plutôt très bien même pour le moment entre les supporters anglais et les supporters espagnols. Il y a 22 000 places qui ont été attribuées aux supporters anglais, 22 000 qui ont été attribuées aux supporters espagnols, mais il y a à peu près 70 000 supporters anglais. Ça veut dire qu'il y a 48 000 supporters britanniques, des supporters de Liverpool qui sont dans les rues de Paris sans billets. Alors il y a des fan zones qui ont été créées, une qui est pas très loin du stade pour les supporters espagnols. Liverpool-Real Madrid, un match dans un autre match. Alors, qui sera le Ballon d'Or et quel est l'impact de cette finale? Timothée Maïmoun, de nouveau. Oui, c'est vrai qu'il y a des matchs dans ce match. C'est indiscutable. C'est vrai qu'il y a le duel entre deux coachs assez différents, mais deux coachs voilà, dont on n'a plus à vanter les mérites. Il y a effectivement ce match entre Sadio Mané et Karim Benzema. Alors évidemment, toute la France rêve que Karim Benzema gagne le Ballon d'Or. Probablement que s'il gagne la finale, il l'aura, ça c'est à peu près certain. Si c'est Sadio Mané qui remporte la finale, étant donné qu'il est champion d'Afrique, on pourra se poser la question. Mais voilà, il est aussi envisageable que Karim Benzema ait le Ballon d'Or, même s'il ne gagne pas la finale ce soir. Un mot de judo avant de nous quitter. La sélection algérienne messieurs et dames de judo a glané hier 5 nouvelles médailles, dont 2 en or, au cours de la deuxième journée des championnats d'Afrique seniors disputés vendredi au centre des conventions Mohamed Ben Hamed d'Oran. Chez les moins 63 kilos, Amina Belkadi a obtenu l'or après avoir battu la Marocaine Sarah Harachi en finale. La deuxième médaille en vermeil a été décrochée par Messoud dans la catégorie des moins de 73 kg. À l'issue de cette deuxième journée, l'Algérie occupe largement la tête du classement général des épreuves individuelles avec 8 médailles en tout. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Excellente soirée.